Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. La puissance aérienne face aux formes non conventionnelles de combat. Depuis l'avènement d'une ère stratégique moins marquée par le risque de confrontation nucléaire, les gouvernements occidentaux font un usage intensif de la puissance aérienne dans les relations internationales. L'ex-Yougoslavie a connu les effets dévastateurs des escadrons de l'OTAN, tandis qu'à la suite de l'agression du 11 septembre, les régimes afghans et irakiens ont été détruits par des campagnes aéroterrestres dans lesquelles l'emploi de la troisième dimension fut déterminant. La puissance aérienne continue donc de conférer un avantage capital dans les guerres classiques, comme elle l'avait fait dans les grands conflits du siècle précédent. Cependant, dans plusieurs autres cas, son emploi n'a pas semblé aussi décisif, alors même que les adversaires visés étaient des entités non étatiques ou des États faillis d'une extrême faiblesse, contre lesquels l'utilisation de la puissance aérienne aurait dû produire des effets irréversibles et rapides. Les exemples tchétchènes, palestiniens ou irakiens post-OIF illustrent les frictions rencontrées dans des formes de conflits, mobilisant peu de personnel combattant en face d'armées régulières, puissantes et organisées, disposant d'impressionnants arsenaux aériens. Beaucoup d'efforts et de munitions tirés d'un côté pour des résultats militaires mitigés, voire même contre-productifs dans la perspective de la résolution politique de ces conflits. Comment expliquer un tel paradoxe ? La puissance aérienne est conçue pour attaquer les œuvres vives d'un État et de ses forces armées. La première explication du paradoxe repose sur la définition même de la puissance aérienne et des résultats attendus dans le cadre de conflits classiques. Cette dernière est conçue et optimisée dans son emploi pour casser les composants d'un appareil d'État moderne, dispersés sur de vastes étendues géographiques. Le concept de puissance aérienne apparaît dans la littérature stratégique immédiatement après l'invention des techniques de combat en vol, pendant la Première Guerre mondiale. 3 auteurs principaux énoncent les postulats de base de l'action stratégique par les airs. La concentration de moyens aériens autonomes capables de s'affranchir des contraintes topographiques, d'envelopper par les hauts les forces adverses et de semer la mort parmi les populations et la désolation dans les centres de production économique ennemis, est supposée conduire le gouvernement visé à déposer les armes. L'aviation est conçue comme un instrument décisif dans l'obtention d'une victoire classique dans une guerre totale. Les axiomes de l'emploi de la puissance aérienne. Ces axiomes se sont peu à peu dégagés des écrits des premiers concepteurs de la théorie de la puissance aérienne, de l'expérience accumulée des guerres du XXe siècle et des débats sur l'emploi de l'aviation en tant qu'outil auxiliaire des forces de surface ou comme armée indépendante. Ils comprennent l'acquisition et le maintien de la supériorité aérienne sur le théâtre des opérations, l'engagement persistant des moyens air contre les centres de gravité ennemis, le commandement centralisé des opérations air par un officier général issu de l'armée de l'air, y compris dans un cadre interarmé. Ils ont ensuite fait l'objet d'applications doctrinales dans différentes armées de l'air. Par exemple, dans l'AFM-1 Air Force Basic Doctrine de 1997, l'USAF les applique sous la forme d'une demi-douzaine de principes qui doivent gouverner son emploi. Centralized Control and Decentralized Execution, Flexibility and Versatility, Synergetics Effect, Persistence, Concentration, Priority, Balance. Ce postulat explique l'apparition d'immenses flottes aériennes destinées à détruire physiquement le plus grand nombre possible de sites de production industrielle, d'infrastructures énergétiques ou de transport au cœur d'un pays ennemi pendant la Seconde Guerre mondiale. Il culminera avec la constitution, au sein d'armées de l'air devenues indépendantes, de grands commandements stratégiques chargés de planifier et conduire les opérations des escadres aériennes nucléaires dans les premières décennies de la guerre froide. Dans un cas comme dans l'autre, l'action décisive par les airs consiste à user la résistance physique et morale d'une nation et d'un État en détruisant plus rapidement qu'ils ne peuvent les reconstituer, les ressources nécessaires à la guerre. Cependant, une autre école a émergé en parallèle de l'application concrète des campagnes aériennes du XXe siècle. Elle mise sur les avantages déterminants conférés par la rapidité d'intervention et la puissance de feu embarquée sur les avions, en appui de la manœuvre des forces de surface. Le point d'application de la force aérienne est alors dirigé contre le dispositif armé ennemi. Il peut être indirect,
par l'entrave à la liberté de manœuvre opérative des forces, attaque de centres nodaux de communication terrestre ou contre les dépôts et bases logistiques, dans le cadre de vastes campagnes aériennes visant à l'encagement d'une portion du théâtre d'opération, interdiction. Il peut être direct, par usure de grandes concentrations de moyens militaires adverses au contact des forces amies, appui-feu au sol. L'effet décisif est produit par la combinaison interarmée des forces de surface et aériennes, dans l'attrition définitive de l'appareil de guerre adverse. Soit cet appareil se délite graduellement jusqu'à l'obtention d'une défaite irréversible comme en Afrique du Nord, lors de la campagne alliée de 1943 ou de France en 1944, soit la perspective de cette défaite entraîne le gouvernement ciblé à renoncer aux armes avant la destruction ou la capture de son centre de gravité, exemple donné par l'abandon de la lutte par le régime de Saddam Hussein en 1991 afin d'épargner à la garde présidentielle irakienne une destruction complète. L'effet stratégique de la puissance aérienne repose sur le traitement de cibles à haute valeur. La puissance aérienne ne peut concrètement apporter un effet décisif dans la campagne militaire que parce qu'elle est en mesure d'identifier et de détruire des cibles à haute valeur pour l'adversaire, tout en préservant celles de son propre camp contre les attaques ennemies. Une cible à haute valeur, correspondant aux termes américains High Value Target HVT, est définie en France comme un point essentiel. Or, les progrès technologiques enregistrés par les armées de l'air contemporaines ont pour conséquence, depuis 30 ans, d'améliorer la détection, la localisation en permanence de cibles de plus en plus petites et mobiles et la production de feux précis, rendant inutile le traitement de vastes zones géographiques. L'aviation n'est donc plus seulement une arme de destruction de masse, mais tend à devenir un instrument de précision, capable d'engager et de neutraliser des installations de petite dimension ou des groupes restreints d'engins et de personnel. Ces nouvelles capacités ont été traduites dans les doctrines aériennes d'emploi par l'émergence de la notion de paralysie stratégique d'un système adverse, prônée par le colonel John A. Warden III dans son article « The Enemy as a System ». Un second auteur, John Boyd, est associé à ces travaux par la définition du cycle opérationnel Observation-Orientation-Décision-Action, OODA. Le cycle ami doit être plus rapide que celui de l'adversaire pour être en mesure de prendre l'initiative et de mener à bien l'entreprise de paralysie systémique. Plus concrètement, les procédures de planification et de conduite des activités de ciblage sont devenues réactives et d'une grande sophistication, afin de créer sur les entités visées des effets déstabilisants compromettant leur fonctionnement, sans nécessairement recourir à une destruction physique totale, comme cela se faisait par le passé. Toutefois, le calcul initial d'emploi de l'instrument aérien demeure inchangé. Il faut obligatoirement identifier et traiter des ensembles de sites, de matériel, de personnes afin d'affaiblir et rendre incohérentes les fonctions vitales de société, d'armée, d'État ou de proto-État. Les cibles à haute valeur sont nécessaires pour obtenir un effet déterminant, voire décisif. Or, et il s'agit de la seconde explication du paradoxe, il existe depuis longtemps toute une gamme d'acteurs de violence collective, qui n'offrent pas de cibles à haute valeur dont le traitement amènerait ipso facto à leur reddition, à l'exemple d'un groupe terroriste. D'autres en possèdent, mais sont en mesure de les effacer au coup venu du ciel par l'action combinée de la dispersion, de l'enfouissement ou du camouflage en zones compartimentées ou urbaines, comme l'ont souvent fait les mouvements de guérilla. Il y a donc rupture entre les moyens techniques de traitement des cibles et les effets stratégiques et politiques escomptés par leur mise en œuvre. Elle peut cependant s'adapter à des formes non classiques de combat. Dans l'histoire des opérations aériennes, l'aviation n'est pas seulement un outil de portée stratégique, c'est-à-dire capable par ses moyens propres de menacer ou détruire le centre de gravité d'un adversaire étatique. De nombreuses armées de l'air sont dépourvues de cette stature. Elles n'en offrent pas moins des atouts essentiels dans une lutte organisée contre des formes variées de rébellions armées. À cet égard, l'aviation a produit ses premiers résultats dans un tel contexte dès les années 1920. La campagne du Marine Corps au Nicaragua entre 1926 et 1930 annonçait déjà les conditions si caractéristiques à ce genre d'opération. Un faible volume de forces terrestres engagées en intervention contre un grand nombre de combattants irréguliers,
lesquels utilisent la bataille urbaine aussi bien que l'embuscade et le coup de main, pour ensuite se réfugier dans des zones inaccessibles ou inexpugnables. Pourtant, les marines eurent raison des guérilleros de Sandino par une stratégie combinée, fondée sur la complémentarité des actions par terre soutenues depuis les airs. Reconnaissance, construction surprise de bases avancées, ravitaillement d'unités et évacuation des blessés, appui-feu d'urgence à des postes menacés, raids aériens sur les sanctuaires isolés de la guérilla. À la fin de l'engagement américain, les rebelles avaient été repoussés loin de toute agglomération, réduits à la famine et à la désertion. L'aviation n'avait pas mis un terme au conflit, mais elle avait conféré au gouvernement nicaraguayen et aux marines de tels atouts qu'il n'existait plus de force adverse capable de soutenir la lutte politique par les armes. De telles expériences étaient aussi vécues par la Grande-Bretagne, l'Espagne, la France et l'Italie, au Proche et Moyen-Orient, en Extrême-Orient et en Afrique. La puissance aérienne offre donc beaucoup plus de possibilités qu'il n'y paraît dans des formes de conflit pour lesquelles elle n'avait pas été initialement conçue. Il convient néanmoins d'ajouter un bémol à ce constat. De manière parfaitement logique, la puissance aérienne n'est qu'un instrument aveugle sans un cadre politique d'engagement. C'est une évidence pour les campagnes classiques, puisque les effets produits sur un système adverse dépendent de l'état final recherché politiquement. Ceci est encore plus vrai dans une campagne non conventionnelle, car les organisations recourant à la violence collective armée combattent pour une répartition nouvelle du pouvoir, quel que soit le motif invoqué, religieux, idéologique, nationaliste, identitaire. L'erreur commise par de très nombreux gouvernements et états-majors consiste à mésestimer la nature du défi, en considérant la menace comme insignifiante et réduite à quelques individus faciles à subjuguer par des moyens techniques. Dans le cas de l'aviation, cela consiste à appliquer sans discernement des savoir-faire classiques en supposant qu'ils suffiront à éliminer quelques irréductibles. En réalité, l'histoire abonde d'exemples où les coups sont tombés sur rien, tournant l'action aérienne en dérision ou bien à côté, tuant d'innocents civils et alimentant par ce biais un profond ressentiment dans la population propice au recrutement de la rébellion. La déconnexion d'une campagne aérienne de toute stratégie intégrale politiquement cohérente est une assurance de l'échec de l'entreprise. Un exemple d'application contre-productive de la puissance aérienne, les Free Fire Zones. Les campagnes aériennes américaines au Sud-Vietnam et soviétiques en Afghanistan après l'invasion de 1979 offrent quelques similitudes intéressantes. Dans le but d'éviter l'extension de la guérilla et d'isoler les unités d'irréguliers de la population locale, sont créées des zones d'ouverture libre de feu pour l'aviation et l'artillerie, Free Fire Zone. Au Vietnam du Sud, les villages accessibles sont vidés et la population transférée dans des régions sous contrôle gouvernemental. Ensuite, toute personne ou véhicule aperçu dans la zone est détruit sans sommation. Les villages situés en zone adverse sont jugés hostiles et attaqués par avion ou hélicoptère. Les populations ainsi déplacées entretiennent un profond ressentiment contre leur gouvernement et ses alliés américains, savamment entretenus par la propagande nationaliste vietcong et nord-vietnamienne. En Afghanistan, lors des 2 premières années de conflit, l'aviation soviétique est utilisée pour bombarder les villages et détruire les récoltes. Les champs et prairies sont minés afin d'empêcher le retour des agriculteurs et des troupeaux. La population afghane émigrera en grande partie vers les camps pakistanais, qui serviront de centre de recrutement et de formation aux différents mouvements tribaux de résistance. Les gains tactiques ont été réels par la limitation de la mobilité des unités irrégulières et par les difficultés d'approvisionnement. Mais ils ne furent pas décisifs. Les déplacements de nuit restaient possibles et des alliés extérieurs, nord-vietnamiens en Indochine, pakistanais et américains en Afghanistan, assuraient un flux logistique suffisant pour alimenter une forme de combat ne requérant qu'un niveau minimal de ressources. Chapitre 2. Les agresseurs de l'ombre. Le chapitre précédent a montré que dans l'histoire contemporaine, la puissance aérienne, à travers son vecteur principal qu'est l'aviation, a été confrontée à des adversaires pratiquant des formes non classiques de combat. Encore faut-il définir plus précisément les caractéristiques de ces entités combattantes. En effet, pour un emploi opérationnel,
l'appellation d'un conflit importe moins que la détermination précise des acteurs qui l'animent et de leur manière d'opérer. Analyse systémique et adversaire irrégulier, le système asymétrique. La première difficulté rencontrée par toute force armée régulière, quel que soit son milieu d'intervention, confrontée à des entités qui ne lui ressemblent pas, est de comprendre comment ces dernières s'organisent et mènent leur action de lutte. Ce savoir est disponible quand la confrontation concerne des structures complexes, telles que les États ou les coalitions d'États. Il est le fruit d'une lente maturation faite d'expériences passées, de mise en œuvre de matériel, de doctrines d'emploi et de conception de méthodes d'acquisition de la connaissance et d'analyse. Tel est le cas de la méthode de l'analyse systémique, qui s'est appliquée peu à peu aux techniques de planification et de ciblage des campagnes aériennes. Dans le cadre d'une confrontation classique contre un État, ce dernier est analysé comme un système vivant qu'il faut comprendre par l'identification de ses composants, de ses flux physiques ou informationnels, de ses centres nodaux permettant le pilotage des fonctions économiques, de décision politique et de coordination de la défense. Ce type de raisonnement est applicable à des organismes plus sommairement structurés qu'un État, et pratiquant des formes non classiques de combat. En d'autres termes, il convient de comprendre qui sont les organisations armées qui se battent et comment leur structure interne et leur mode d'action interfèrent avec les missions traditionnelles de la puissance aérienne. Intervient alors la notion actuelle d'asymétrie développée aux États-Unis depuis le milieu des années 1990. Cette dernière a été largement reprise dans notre littérature stratégique nationale. Ainsi, la loi de programmation militaire 2003 à 2008 dispose « Crises et conflits n'ont guère cessé à travers le monde, selon des logiques, dans des cadres et avec des acteurs souvent inédits et inattendus, générant une fragmentation et une multiplicité des menaces, souvent asymétriques, c'est-à-dire exercées par des acteurs étatiques ou non, disposant des un potentiel militaire inférieur et qui cherchent à contourner nos défenses et à exploiter nos vulnérabilités par tous les moyens possibles, y compris non militaires. Suivant les circonstances, ces menaces peuvent prendre la forme du terrorisme, de conflits infra-étatiques aux logiques complexes, de la prolifération balistique ou nucléaire, radiologique, biologique ou chimique, NRBC, des agissements de la criminalité organisée ou de trafic aussi multiples que variés. De son côté, l'EMA caractérise l'asymétrie dans un conflit, par la très grande difficulté, voire l'impossibilité d'identifier les caractéristiques d'un adversaire ou des parties en présence. En résumé, ces définitions livrent aux forces armées une liste non exhaustive de menaces contre... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.